aimable assistance, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à notre événement intitulé Les sciences alimentaires de la filière à la recherche qui englobe un cycle de conférences étendu sur 2 jours d'activité organisé par l'Association de développement des sciences alimentaires et biologiques à l'Université de Béjaïa. C'est une association estudiantine à caractère scientifique. Son travail est basé sur la recherche scientifique, les sorties scientifiques ainsi que l'aide des étudiants à améliorer leur formation. Le programme de l'événement se déroule comme suit. Le premier jour, une exposition tout au long de la journée au stand de l'association DSA, à côté de la cafétéria. Une conférence sous le thème Recherche scientifique, outils et bilan en sciences alimentaires de 10 heures jusqu'à midi par M. Medani Khodel. Suivi d'un atelier qui consiste en une visite au laboratoire 3BS, aux inscrits, aux jeux scientifiques. Le laboratoire 3BS biothématique, biophysique, biochimie et scientométrie. Le deuxième jour de l'événement, la matinée au sein du campus Tel Gaouzmour, exposition toute la journée, suivie d'une conférence sous le thème Enrichissement des huiles d'olive animée par Dr Achat de 10 heures jusqu'à midi. Successivement suivi d'un jeu scientifique. Le soir, au sein de la résidence 17 octobre, une exposition durant toute la soirée, puis une conférence à 21 heures par M. Medani et M. Kati, en collaboration avec l'association Omniscient, sous le thème Les additifs alimentaires. Je note que le jeu scientifique consiste en des quiz qui vont comporter sur l'ensemble de l'exposition et les conférences. Pour la première activité sous le thème Recherche scientifique, outils et bilan en sciences alimentaires par M. Medani Khodel, professeur et enseignant au département des sciences alimentaires et directeur du laboratoire 3BS. Je donne la parole à M. Medani pour commencer la conférence. Voilà, maintenant je pense que ça. Il faut bien que je m'adapte à cette technologie. Salam alaikum. Tout d'abord, je vais commencer par remercier l'association pour le travail. En tout cas, il porte un nom assez correct, hein, DSA. Beaucoup de gens ont pensé que c'était la direction des services agricoles, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, mais c'est aussi le département des sciences alimentaires, donc qui est active au sein de l'université de Béjaïa via donc, le milieu estudiantin. Donc merci pour tout ce que vous faites, et merci pour l'invitation, et merci d'avoir impliqué le laboratoire 3BS dans votre quiz. Hein, donc, je pense que je ne serai pas encore trop longtemps à la tête de ce laboratoire, puisque nous avons l'honneur aussi de recevoir parmi nous le professeur Boulkbesh. C'est elle qui va gérer dans quelques jours ce laboratoire. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est de vous raconter un petit peu comment on évalue la recherche, c'est-à-dire comment placer l'Algérie à l'échelle planétaire. Vous entendez souvent comme ça des choses sur les journaux, là de bouche à oreille, sur le classement de l'Algérie qui est très mal classé, etc. Tout ça, il est grand temps que vous appreniez vous-même à dire la réalité des choses, parce que tout simplement ces outils sont sous votre disponibilité. C'est-à-dire quiconque parmi nous peut refaire exactement ce que je vais vous refaire pendant presque 3 quarts d'heure. Donc ça, ce que vous avez en face, c'est tous les continents que la Terre porte. Sur tous ces continents, on peut regarder comment sont classés les pays. Donc, évidemment, par quoi? Avec quoi on classe les pays? Essentiellement par la production scientifique, c'est-à-dire les publications. Et on va voir quel type de publication.
Et vous allez comprendre que l'université de Béjaïa, si elle a d'excellents scores actuellement, c'est parce qu'il y a quelques années, elle a pris donc des critères de soutenabilité, d'ailleurs qui concernent essentiellement le domaine des sciences techniques, là où les biologistes donc en font partie. Et vous allez comprendre que nous avons mis les critères les plus durs à l'échelle nationale. Et si quelques années plus tard, Béjaïa est devenue une université de renommée, c'est pas pour rien. Donc nous allons voir que, par exemple, à l'échelle planétaire, regardez, si vous allez taper, je vais mettre ça comme ça, si vous allez taper donc simagoir.com et vous ajoutez country ranking, donc classement des pays, vous allez obtenir une carte comme ça. Vous allez regarder pays par pays. Donc, c'est facile à admettre que les pays qui est le plus classé au monde, il est déjà en bleu, c'est les États-Unis d'Amérique, et après, vous avez la Chine qui arrive en deuxième, après, c'est les autres pays. Donc, nous, on ne va pas parler des États-Unis d'Amérique et on ne va pas parler de la Chine. Vous savez déjà que c'est les meilleurs. Nous allons parler surtout de notre pays, comment il est classé. Si nous allons regarder au niveau des États-Unis d'Amérique, regardez, il y a 759 institutions, entre autres universités et centres de recherche, qui sont classées. Si nous allons regarder la Chine, ils sont 614 institutions classées. Combien d'institutions nous avons en Algérie? En Algérie, nous avons à peu près une cinquantaine d'institutions. D'accord? Sur la cinquantaine d'institutions, regardez, il n'y a que 25 institutions classées. Donc, ce que nous allons essayer de regarder, au fur et à mesure que nous avançons dans cet exposé, si 25 institutions sont classées, comment à l'échelle africaine déjà? On ne va pas regarder à l'échelle mondiale, on va regarder déjà à l'échelle de notre continent. Donc, il est préparé là. Regardez. Alors, je vais désactiver le son. Comme ça, c'est bien. Très bien. Voilà. Regardez. Maintenant, si je prends sciences artistiques ou sciences humaines, on passe de la deuxième position. Alors, on en est où là? À la 8e position. On va tester encore un autre domaine. Material Science. Et vous allez voir que quand il s'agit de sciences techniques, nous sommes très bien classés. Et quand il s'agit de sciences humaines, arts, lettres, etc., nous sommes très mal classés. Pour quelle raison? Ce sont des défis à relever. Ça ne veut pas dire, si on est très mal classé, qu'on est mauvais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on corrige tout simplement ces domaines-là. Regardez, sur la science des matériaux, on repasse à la deuxième position. Donc vous voyez, l'Algérie, elle est bien placée en Afrique sur certains domaines et elle est très mal classée sur certains domaines. Donc ce sont des domaines à corriger. Donc, sur l'Algérie maintenant, nous allons nous intéresser à notre université. Donc nous avons vu qu'à l'échelle planétaire, c'est les Américains et les Chinois qui mènent le monde sur le côté, évidemment, score scientifique. L'Algérie, elle est classée
quatrième à l'échelle africaine, mais sur les domaines sciences techniques, elle est quand même deuxième après l'Afrique du Sud. Donc nous allons voir en Algérie comment que les 25 institutions que nous avons vues tout à l'heure, comment qu'elles sont classées. Alors c'est où? Voilà. On va voir donc ces 25 institutions. Et quelle est l'institution qui est classée la première, donc à l'échelle nationale? Bon, ça vous excusez la qualité du débit, mais c'est ainsi. Et voilà. Donc on a donc sur le classement de 2018, hein? Non, même, c'est pour juste montrer. Donc on voit que sur 2018, et si vous allez revoir 2017, on est classé les premiers, mais sur les classements d'avant, c'était Sidi Bel Abbas. Donc Sidi Bel Abbas passe en deuxième position. Merci. Donc si on regarde les classements, là, 2018, on est... Ah tiens, ça marche. Voilà, donc sur 2018, on est les premiers, mais on est 691e mondial. D'accord? Donc là, ce que vous avez, c'est le classement mondial, et là, vous avez le classement de Béjaïa, actuellement, donc 2018 et 2017. Mais en 2016, 2015, 2014, c'était Sidi Bel Abbas. Nous pouvons savoir pour quelles raisons Sidi Bel Abbas était première et pourquoi l'université de Béjaïa est devenue première. Donc là, nous avons notre vice-recteur chargé des relations extérieures. Ça devrait lui faire plaisir, surtout sur les relations extérieures, que l'université de Béjaïa, absolument, est première actuellement. Et nous allons chercher à comprendre pour quelles raisons. Vous savez pour quelles raisons je vais vous donner le détail, parce qu'il faut que vous compreniez les démarches qui ont été adoptées par les directeurs de laboratoire ainsi que le conseil scientifique de l'université. On a adopté une démarche qui est valable encore sur des années, c'est pour garder cette place. Et surtout, c'est pour changer un petit peu ce chiffre, parce qu'il suffit seulement qu'on monte un petit peu et qu'on y va vers un classement beaucoup plus sévère, c'est le classement de Shanghai. Donc c'est le rêve de toutes les universités algériennes d'accéder à ce classement. Sachez que dans les classements, ça c'est un type de classement, donc nous avons le classement de Shanghai, c'est le classement d'excellence, le plus réputé. Aucune université algérienne n'y est déjà dedans. Nous avons le classement, comment on s'appelle, le High Times Education, là où l'université de Béjaïa est la meilleure à l'échelle nationale, et celui-là qui est essentiellement basé sur les critères de publication de rang A, qui est le CIMAGO, là où Béjaïa aussi est la première université à l'échelle nationale. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre, mais pourquoi on est premier? Il devrait y avoir des raisons. Eh bien, c'est essentiellement ceux qui sont dans les domaines sciences techniques qui ont fait de telle sorte que l'université de Béjaïa soit la première. Quand je parle de sciences techniques, c'est essentiellement le domaine des sciences de la nature et de la vie, le domaine des sciences exactes et le domaine des sciences technologiques. Donc voilà, donc c'est la technologie, les sciences exactes et les sciences de la nature et de la vie qui constituent l'essentiel de la production scientifique de rang A à l'échelle, au niveau de l'université. Alors, avant donc Scopus, alors tout le monde, en tout cas parmi nous, ici à l'université, quand vous rentrez, surtout les doctorants, à l'inscription, vous pouvez obtenir une adresse email institutionnelle. C'est-à-dire chaque doctorant peut passer au niveau donc, du centre de calcul. Il peut vous remettre une adresse email institutionnelle. Avec l'adresse email institutionnelle, vous pouvez avoir un compte Scopus. Donc il suffit seulement de rentrer à l'intérieur, vous vous inscrivez et vous allez avoir un compte Scopus. Avec le compte Scopus, vous pouvez regarder toute la production de l'université de Béjaïa. Vous pouvez même faire mieux les choses, vous pouvez regarder toute la production nationale, et c'est ce qu'on va commencer par faire, regardez, on va taper sur affiliation, et ça c'est une chose importante aussi qui a été adoptée par l'université de Béjaïa. Beaucoup de gens, ça les a fait rire en ces temps-là, c'est ne pas écrire sur Béjaïa le E accent. Comment écrire donc l'affiliation de l'université, l'affiliation de la faculté, la faculté, l'université, ainsi que le laboratoire, et surtout ne pas se tromper et écrire Université de Béjaïa, parce qu'auparavant,
On écrivait University of Béjaïa, Béjaïa University. On a tellement écrit autrement les choses qu'on ne comptabilise plus les publis au nom de l'université de Béjaïa. Alors là, est-ce qu'il est en train de tourner? Ah, on va écrire une affiliation et on va écrire Algérie. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'il va nous donner comme universités qui ont au moins une publication au sein de Scopus. Regardez, la première université, c'est la plus ancienne d'Algérie. Elle a 10 020 publications de rang A, c'est l'USTHB. Alors, avoir les publications, ce n'est pas forcément avoir la réputation. On va, tout à l'heure, au fur et à mesure que nous avançons, il y a des publications qui sont lues, donc qui sont, comment dire, citées, et il y a des publications qui ne sont pas du tout citées. Ça a de l'importance sur la réputation d'une université ou d'une production scientifique. Donc, nous allons descendre comme ça, regardez, voici donc toutes les universités, la deuxième aussi c'est une ancienne université, regardez déjà le rapport de la production scientifique, il est presque de moitié, 10 000 pour l'USTHB, presque 6 000 pour l'université de Constantine I. Regardez, arrive après l'université de Annaba, l'université de Sétif, Sidi Bel Abbas, donc de Tlemcen, celle d'Oran, et après arrive celle de Béjaïa, avec un total publication de 3363 publications depuis la création de l'université de Béjaïa. Donc quand même, ça va, hein, 3363, et être classé premier par rapport à des gens qui ont 10 000, ça veut dire non seulement on produit, mais en plus on est très bien cité. D'accord? Donc nous allons maintenant rentrer à l'intérieur de l'université de Béjaïa. Pour ceux qui font de la scientométrie, ils peuvent s'amuser à faire des comparaisons, mais on n'aura pas le temps de faire tout ça, surtout vu la qualité du débit. Hein? Donc on va regarder de très près ce qui se passe au niveau de l'université de Béjaïa. Allez, donc on va voir les 3363 documents qui appartiennent à 1488 auteurs. Ça aussi c'est important. Donc, on a combien d'enseignants ici à l'université? On est presque à 2000 maintenant. Hein, 2000. Donc 1700 enseignants, sur les 1700 enseignants, il y a 1488 enseignants qui ont produit au moins un document qui est indexé Scopus. C'est quand même, le score il est assez bon. C'est-à-dire que la majorité des enseignants de l'université ont produit au moins un document indexé Scopus. Donc, nous allons analyser les 3363 documents. On va regarder, mais qu'est-ce qu'on est en train de produire? Dans quel domaine? Quel est le domaine qui mène, évidemment, la... Ah. Regardez, ça c'est important aussi. Sur les 3363 documents, il y a seulement 312 documents open access. Sachez que pour pouvoir publier et se tenir à l'université de Béjaïa, l'open access est interdit. C'est pour ça que le chiffre est aussi bas. S'il était permis, le chiffre serait un peu plus important. Chez nous, l'open access est interdit. Il y a des raisons pourquoi on l'a interdit, parce que l'open access, il faut payer la publication, et puisque les laboratoires ne sont pas dotés d'un budget en euros, d'un budget en devises, donc qui devrait payer réellement? On n'acceptera jamais que l'étudiant paye de sa poche. Donc, évidemment, les autres documents, on va les voir. Il y a donc l'essentiel des documents que nous avons, ce sont des documents à souscription. Donc, c'est un petit peu la norme mondiale de la publication. Nous allons analyser encore. Voilà. Par classement, où publient les gens, essentiellement dans Annales de chimie, sciences des matériaux, il y a 47 publications, International Journal of Hydrogen Energy, 44, Industrial Crops and Products, 37. Là, on va voir par revue, là où les gens publient. D'accord? Donc ça, c'est les revues. Et après, on va voir les années. Regardez sur les années,
En 2019, l'université de Béjaïa a déjà 66 publications. Ça veut dire que ça travaille. Hein. Et regardez en 2018, on a eu 495, et regardez, c'est vraiment une fonction exponentielle, c'est-à-dire qu'il y a une vraie dynamique de recherche au sein de l'université de Béjaïa, et c'est une dynamique de catégorie A. C'est très très important. Pourquoi? Parce qu'on a des objectifs de recherche futurs, évidemment, pour le partenariat, évidemment, c'est basé essentiellement sur la qualité de la publication que nous avons. En bas, donc vous avez le classement des auteurs. Là c'est une tête, c'est moi-même. Madame Likiwa, Monsieur Qassi, Monsieur Aïssani, Monsieur Likiwa, Monsieur Tounsi. Monsieur Tounsi, on va le voir tout à l'heure, c'est le meilleur publicateur à l'échelle nationale. C'est quelqu'un qui est Sidi Ben Abbas, mais qui publie beaucoup avec votre, je pense, avec votre département. Et évidemment, puisque son affiliation rentre avec Béjaïa, une partie de ses publications sont comptabilisées au nom de l'université de Béjaïa. Nous avons aussi donc Aïssani Jamil qui est répété 2 fois, Boualouche, Tari, et on peut voir, alors on peut regarder, on fait le view all, et regardez, vous avez les 100 premiers, d'accord? Vous pouvez vous trouver tout le monde là, alors si on vérifie comme ça, les gens que vous connaissez le plus, là il y a M. Mkhlouf El Aïd, alors juste Sani, Bouker Ouamal, donc faculté de technologie, M. Tali, vous connaissez, il y a tout le monde qui est là, M. Ayad, il encadre certainement certains parmi vous, M. Bibi Mohamed Ouamal, mathématiques. Donc là, vous pouvez voir alors presque tout le monde, donc les 1488 enseignants, voilà. Vous voyez là, M. Igelwada, Feu, Mademoiselle Louaïla Chatel-Ahmarbir, qui était une excellente scientifique. Voilà, vous voyez là aussi notre recteur, M. Saïdani, Chilouche, Gigi Hossi, donc tout le monde, les 1488 enseignants, vous pouvez les regarder. Et vous pouvez savoir réellement quels sont les domaines, là où ils ont le plus excellé, sur quoi ils ont vraiment travaillé. Donc on sort de là. Alors, chose maintenant importante, tous ces articles-là, réellement c'est quoi comme article? Nous, pour pouvoir se tenir, on accepte seulement les full-length articles. Regardez sur les 3051 articles, plus les 253 articles Open Access, il n'y a réellement que 2533 full-length articles. Conference paper, il y a 614, parce qu'il y a beaucoup de colloques qui rentrent ou qui sont acceptés par Scopus en édition spéciale. Des articles review, donc ce sont des articles état de l'art, on en a 71, et des articles en presse, c'est-à-dire qui sont en train, ils vont sortir incessamment, in presse, et évidemment il y en a 63, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a 66 articles déjà en 2019, dont 63 sont in presse, etc., etc. Alors nous, comment qu'on fait? On vient là, et on sélectionne seulement les articles, ben, ceux qui nous intéressent, hein, tous les autres ne nous intéressent pas. Et on fait limite tout. Pour que je puisse analyser la vraie production scientifique de l'université de Béjaïa, donc j'analyse seulement les full-length articles, donc les articles de recherche et les articles qui vont sortir incessamment. Donc voilà, j'ai le total de mes articles, ils font réellement 2596, et là évidemment, je peux analyser la production scientifique de l'université de Béjaïa. Voilà. Ça va venir, hein. Voilà. Donc là,
je pourrais avoir ce qu'on appelle une vision graphique de toute la production. Et généralement, c'est ce genre de présentation que font les vice-recteurs chargés des relations extérieures quand ils exposent l'université de Béjaïa. Mais on va voir seulement les choses rapidement. Regardez la production par année. Elle est extraordinaire. Hein. On le voit que à partir donc de 1997, c'est là où a commencé la réelle progression scientifique de l'université de Béjaïa. Et regardez, à partir surtout de 2012, nous avons fait le vrai pas scientifique. À partir de 2012, il y a eu donc une progression vraiment exponentielle. De ce côté-là, on regarde le nombre de productions par année. Voilà. Et là, on regarde quels sont les auteurs ainsi que leur production. Là, vous avez documents donc, par pays. Regardez ceux avec qui on collabore le plus. Évidemment, ça se voit d'ailleurs sur les partenariats. En premier, donc, on collabore déjà entre nous, donc c'est nous, c'est Domis, mais beaucoup avec les Français, après les Espagnols, les Italiens, l'Arabie Saoudite. Juste pour vous dire, l'Arabie Saoudite, c'était M. Toussi qui nous a intégrés beaucoup plus avec l'Arabie Saoudite. Donc, seulement en regardant ce type-là de graphe, ce type-là de présentation, on peut savoir comment qu'on travaille donc avec les autres institutions ou comment qu'on travaille avec les autres pays. Donc là, c'est les travaux avec donc les autres pays, et ça c'est avec les institutions. Donc la première institution c'est nous-mêmes, la deuxième institution avec laquelle on travaille le plus, évidemment, ça a une raison historique, c'est l'université de Sétif. Beaucoup de gens viennent de l'université de Sétif, d'accord? Et après arrive le CNRS. Donc on fait beaucoup de domiciliation donc, avec la France, donc le Centre national de la recherche scientifique. Donc là c'est pour que... je vais m'arrêter juste là au niveau de Scopus, mais vous pouvez faire beaucoup plus de choses que ce que je viens juste de faire. Vous pouvez vous amuser. Une fois que vous allez créer votre compte Scopus, vous pouvez vous amuser à l'intérieur, d'accord? Vous allez trouver beaucoup plus de choses. Vous pouvez même évaluer des chercheurs. Donc on va prendre un exemple. Allez, on va prendre... allez, voilà. Alors, on va prendre monsieur Toussi. Donc, vous pouvez évaluer un chercheur sur son parcours et regarder. Vous allez voir d'ailleurs son indice H qui est impressionnant. Il est de 65. C'est l'un des meilleurs chercheurs à l'échelle nationale, évidemment, dans le domaine de prédilection qui est le sien. Donc, regardez le nombre de citations. Il est presque à 14 369 citations. Regardez, par exemple, en 2018, il a produit 50 publications. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, qui c'est ce monsieur Toussi. D'accord? Donc, je sors du Scopus. Pour ceux qui n'ont pas un mail institutionnel, ils peuvent vérifier un petit peu ces choses-là avec le Scholar. Le Scopus, il est très restreint. Pourquoi il n'admet que la catégorie A et la catégorie B, c'est-à-dire les revues de catégorie A, c'est les meilleures au monde, qui sont indexées WOS, Web of Science, qui ont un impact facteur. Il y a ceux qui ont un indice qu'on appelle le SGR, donc un Scopus Journal Record. Donc ceux-là, les deux, ils font à peu près 32 000 revues. Ceux qui sont seulement catégorie A, ils sont 10 000 revues. Donc il y a 32 000 revues pour lesquelles les sciences techniques peuvent, avec quoi les sciences techniques peuvent se tenir un doctorat. Toutes les autres revues, on ne peut pas se tenir avec. Par contre, Scholar, il voit toutes les revues du monde. Ben, c'est ce qu'on va voir. Alors, maintenant Scholar, il est là. Alors, on va écrire un nom. M-A-D-A. Après, on va rentrer à l'université de Béjaïa. Voilà. Voilà, donc, sur Scholar, vous avez aussi une évaluation. Si vous allez comparer l'indice H, ça, c'est ça qui mesure la réputation d'un scientifique. Si vous mesurez l'indice H avec le Google Scholar, vous allez le trouver toujours supérieur de l'indice H du Scopus, à plus ou moins 2. D'accord?
Maintenant, ce qu'on peut regarder sur Scholar, parce que c'est une obligation de notre direction générale de la recherche scientifique, que chaque chercheur à l'échelle nationale devrait avoir un compte Scholar. Évidemment, on va les voir, tous ceux qui ont donc un compte Scholar, il suffit seulement de marquer, j'arrive pas à voir bien comme il faut, voilà, Bijaya. Et voilà. Donc là, vous avez tous ces universités de Béjaïa qui ont un compte Google Scholar. Donc là, vous avez M. Aoudia, qui appartient donc à la faculté des sciences exactes, voilà, qui est le plus cité ici, chez nous, à l'université de Béjaïa. Et après, donc, vous avez tout le beau monde. Donc, notre recteur, M. Boualem Saïd Alim, c'est-à-dire c'est un petit peu ce qu'on a vu sur Scopus. D'accord? C'est presque le même classement, mais là, il y a plus de citations. Pourquoi? Parce que les bases de données sont plus ouvertes sur Scholar. Scholar voit plus de bases de données que le Scopus. C'est-à-dire c'est plus ouvert, alors que le Scopus, c'est plus restreint, c'est plus qualitatif. Donc, c'est plus une base de données de qualité. Juste pour ceux qui veulent s'amuser, le Scholar, donc, il y a un logiciel qui est collé, qui s'appelle POP. C'est bien ça. POP, ça veut dire Publish or Perish. Donc vous pouvez télécharger le logiciel POP, vous l'installez chez vous, il suffit seulement de marquer le nom, et POP fait tout ce travail-là. D'accord? Il fait tout le travail d'évaluation par chercheur. Alors maintenant, puisqu'on a vu à l'échelle mondiale qui sont les nations qui mènent donc, le monde, côté évidemment publication, après, on a vu la place de l'Algérie à l'échelle africaine, et la place de l'Algérie serait encore meilleure si on était noté que sur les sciences techniques, on serait en deuxième position après l'Afrique du Sud. On a vu comment qu'on évalue une université, comment qu'on regarde donc un chercheur dans une université. On va se poser la question, mais réellement, comment on fait tout ça? C'est-à-dire comment qu'on peut faire une recherche de qualité. Une recherche de qualité, c'est tout d'abord une publication, telle qu'on l'a dit, sur le niveau de rang A, ou à la rigueur le rang B, ce qui est acceptable chez nous. Mais il faut avoir des outils. Donc, quels sont les outils que la DGASDT a mis sous notre disponibilité pour pouvoir déjà produire? Donc, chaque laboratoire, une fois qu'un doctorant rentre donc, dans un laboratoire, la première des choses qu'on lui demande, c'est son adresse email pour qu'on lui donne un accès au système national de documentation en ligne. Donc nous allons voir ce que c'est que le système national de documentation en ligne. Alors, c'est pas celui-là. Ah, il est là. Voilà. Donc, si vous tapez SNDL .serist.dz, vous allez accéder à une plateforme qu'on appelle donc le système national documentation en ligne. À l'intérieur, donc une fois que vous êtes au labo, vous donnez votre adresse email, on vous envoie donc un username et un password. Vous avez la connexion. Donc là, je suis à l'intérieur de la plateforme. Là, il va vous reconnaître. Ça a de l'importance pour nous, surtout au niveau des laboratoires, puisque chaque année, la DGRSDT, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un abonnement annuel. Donc chaque année, elle paye des abonnements. Les abonnements dépendent de l'utilisation. Donc, plus vous êtes un laboratoire qui utilise, plus vous risquez que l'abonnement, que les revues sur quoi vous êtes abonné l'année passée, vous pouvez les avoir encore l'autre année. Pour quelle raison? Parce que souvent, les gens ne les utilisent pas. Et après, quand ils veulent les utiliser, ils ne trouvent pas de revues. Parce que tout simplement, les gens ne les consomment pas. Et vous êtes dans l'obligation de consommer.
et de consommer les choses qui sont dans votre domaine. Pourquoi? Parce que les directeurs de labo, vers la fin de l'année, on nous demande quelles sont les revues sur lesquelles vous voulez vous abonner pour le prochain abonnement. On ne peut pas justifier des choses sur lesquelles on n'a pas consommé. Donc, d'où l'importance de bien utiliser votre code SNDL. Donc, avant l'utilisation, vous avez là un onglet qui est là. Là où c'est marqué EndNote. Celui-là, c'est l'outil le plus important actuellement pour préparer des publications. Je répète, c'est l'outil le plus important pour préparer une publication. C'est le logiciel qui a été payé par la DGRSDT avec une licence nationale pour tous les étudiants en Algérie, d'ailleurs pour toute la communauté universitaire. Donc il suffit seulement de taper par là, EndNote. Voilà, vous acceptez les conditions d'utilisation et vous le téléchargez. Et voilà. On va l'installer tout à l'heure. On va regarder tout d'abord de très près la base de données. Alors, on revient à la plateforme. Donc, bon, je n'ai pas encore monté, mais ça va venir. Ça a le débit. Alors, cette base de données, son avantage, c'est qu'elle ne regarde pas seulement la catégorie A ou la catégorie B. Elle voit la catégorie A, B, C, D, E et F. C'est-à-dire, si vous allez regarder de très près comment que les Algériens donc, sont en train de publier, ils sont en train de publier sur toutes ces catégories-là. Donc, nous avons vraiment une base de données assez large. Et après, quand vous allez regarder de très près la plateforme, regardez, vous avez la ressource, c'est-à-dire ce qui a été payé à votre profit. Cette ressource, elle est payante. Mais vous ne payez pas. Mais quand vous allez vérifier en dehors de l'université sans passer par votre code, ça coûte entre 40 $ à 60 $ l'article. Ah oui, ça coûte beaucoup d'argent. Donc là, c'est toute la base de données payante qui est sous votre disponibilité. La deuxième, c'est les bases de données test. Il y a des bases de données que les Algériens n'ont pas l'habitude d'utiliser. Donc, que fait la DGRSDT? Elle les met sous votre disponibilité. Peut-être qu'il y a un intérêt. Donc, il les teste pendant une année. Si, évidemment, il y a de la consommation, il y aura un abonnement après. Après, il y a la base de données Open Access. La base de données Open Access, c'est la base de données non payante. D'accord? Elle est ouverte à tout le monde. Elle n'est pas payante, elle est gratuite. D'accord? Voici donc les bases de données que nous avons. Nous allons regarder la base de données la plus intéressante, c'est là où il y a la ressource. Je pense que le débit, puisque je suis en train de télécharger, je vais stopper ça, pause. Voilà, pour faire ça. Sur la ressource, on va aller voir, la base de données que 90% les nôtres utilisent, c'est ScienceDirect. D'accord? 90% des nôtres utilisent ScienceDirect. Mais ceci n'empêche pas, il y a d'autres bases de données comme la Wiley et la Springer. D'accord? Et si nous allons faire une recherche un petit peu détaillée sur les publications qu'on a vues tout à l'heure, sur les 3000 publications de l'Université de Béjaïa, vous allez voir que c'est du 98% qu'on fait dans le ScienceDirect et tout ce qui reste, c'est dans les autres bases de données. Quelque part, nous sommes des utilisateurs que du ScienceDirect. Dommage que là, ça n'avance pas rapidement. Voilà, donc on commence à voir. Alors, regardez, si vous allez lire, il vous donne la base de données, la LUCA. Regardez à quoi elle sert, site et paysages du patrimoine culturel africain. Donc c'est une base de données qui est orientée, c'est-à-dire que nos amis qui sont de l'autre côté, donc dans l'autre pôle, donc sont beaucoup plus utilisateurs de cette base de données. On avance. Là, il y a une base de données Annual Review
Il faut regarder elle est multidisciplinaire. Donc vous pouvez mettre tout à l'intérieur. On descend. Laquelle? Elle est beaucoup plus dans les sciences humaines et sociales. Elle est très connue, hein, c'est une base de données française. Clinical Care, ça c'est pour nos amis de la faculté de médecine. Donc si vous descendez, vous avez donc quand même pas mal de bases de données, et on va descendre à celle que 98% des nôtres utilisent, c'est la science directe. Donc regardez, hein, une touche elle est vraiment très très vaste, une base de données là où il y a à peu près 18 000 revues à l'intérieur, c'est quand même une base de données assez importante. Elle est très multidisciplinaire, et à l'intérieur il y a presque les 8 000 des 10 000 revues qui ont un impact facteur, c'est-à-dire qu'ils sont indexés WOS, Web of Science. Donc 80% du WOS est à l'intérieur du Science Directe. Alors, il y a la Spellinger, mais on va voir la Science Directe. J'ai oublié de faire quelque chose. Voilà. C'est revenir en arrière. Comme vous pouvez rentrer dans les bases de données, comme les gens du CIRIST ont fait une petite application pour que le CIRIST passe avec le Scholar. On a vu tout à l'heure le Google Scholar. Regardez là. Vous pouvez faire toute votre recherche via Google Scholar. On l'a fait tout à l'heure, Google Scholar. Mais là, c'est un Google Scholar qui est hébergé par le CIRIST. Pour quelle raison? Parce que toutes les publications, toutes les revues qui vous sont offertes avec le SNDL, vous pouvez les télécharger gratuitement via le Google Scholar. Donc ça, c'est une application qui a été faite par le CIRIST. Alors si on va prendre un exemple, allez, on va prendre une petite recherche. Je comprends les risques en jeu et je vais poursuivre. Continuer. Voilà, donc j'ai fait seulement une recherche par mots-clés, l'arbutus ilido, c'est maintenant Cisno. Donc je regarde qui a produit sur Cisno à titre d'exemple. Hein. Et je peux faire la même chose sur il n'est pas encore. Voilà, il a cherché tous les travaux qui sont faits sur l'arbutus ilido. Et là, à l'intérieur, si vous avez quelque chose qui est accessible, il vous marque PDF, c'est-à-dire que vous pouvez le télécharger. D'accord? Et vous pouvez le télécharger, mais il y a une chose, souvent, quand les étudiants arrivent et quand ils font un état de l'art, on leur demande, vous avez trouvé où cette information? Après, ils nous disent, on l'a trouvé dans tel publi. On lui demande sur place, mais montrez-moi la publi, il va passer un temps fou à la chercher dans son disque dur. Généralement, quand il prend du temps, sincèrement, il s'ennuie lui-même, il nous ennuie. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir des outils. Alors, on va voir, regardez là, cet article tout d'abord est intéressant parce qu'il a été cité plusieurs fois. Plus un article est cité, plus ça veut dire qu'il est admis par la communauté scientifique. Plus évidemment, ceux qui vont corriger votre publi vont apprécier votre publi. Deuxième chose, regardez, il a marqué les 6 versions autres articles. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, on va essayer de régler notre Google Scholar. Alors, il est là. Voilà. Ça, je suis toujours sur Google Scholar. Mais mon Google Scholar ne travaille pas pour mon SNDL. Il faut que je le règle pour mon SNDL. On a vu tout à l'heure qu'on a téléchargé un logiciel qui nous est offert, c'est le EndNote. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? L'affichage de Google par défaut, donc c'est des résultats. On peut faire 100, on peut faire 200, mais ça n'a aucune importance. Ou afficher les résultats, c'est ça, c'est les gestionnaires des bibliographies qui a de l'importance. Ne pas afficher les liens permettant d'importer. Mais moi, je veux importer. Pourquoi? Parce qu'on m'a donné un logiciel pour gérer ma bibliographie. C'est-à-dire, si vous avez trouvé un paragraphe, soit au niveau
de l'abstract, au niveau de l'introduction qui m'intéresse, vous me donnez l'information, mais vous ne vous rappelez plus. On peut le chercher via votre logiciel. Évidemment, la regarder dans BibTeX. BibTeX, moi, je ne l'ai pas comme logiciel. BibTeX est un logiciel open source. C'est-à-dire, il est gratuit. Mais moi, je ne l'ai pas. Ce n'est pas celui-là que la DGSDT a choisi pour moi. Elle a choisi le EndNote, donc je vais régler le EndNote. Voilà. Évidemment, il y en a d'autres. Hein. RefMan, RefWorks, tout ça, c'est des logiciels. Mais puisque moi, je m'intéresse seulement au EndNote, je vais mettre ça enregistré comme ça. Voilà. Et regardez maintenant. Mon Scholar, mon Google Scholar, peut importer automatiquement dans EndNote. Et ça a de l'importance, puisque quand il l'importe référencé. Et nous allons voir de l'importance, parce qu'EndNote, si on l'installe, il peut reconnaître à peu près plus de 50 000 revues. EndNote a les templates, c'est-à-dire les formats de revues, de plus de 50 000 revues. C'est-à-dire demain, si vous voulez écrire un article, vous n'avez pas à vous adapter à un éditeur, c'est votre EndNote qui s'adapte à l'éditeur. Et ça a de l'importance. Pour quelle raison? Parce que vous pouvez envoyer un article chez un éditeur qui, dans les 48 heures, il va vous dire « je le refuse parce qu'il n'obéit pas à mes topics, vous ne rentrez pas dans son cadre ». Vous n'allez pas rester un mois pour resoumettre chez un autre éditeur. Si vous faites au manuel, vous allez rester à peu près un mois. Mais si vous le faites avec EndNote, c'est une question de minutes. D'accord? Et ça a de l'importance. Alors, on va continuer à le prendre pour... On va voir, est-ce qu'il a déjà installé EndNote dans ce... Non, donc on est obligé... Non. Donc on est obligé d'attendre jusqu'à ce qu'il... Il faut le refaire. Alors, donc, je répète, l'importance de ce EndNote. J'espère qu'il va monter, mais il fait à peu près une cinquantaine de mégas. Et juste pour une petite installation et pour regarder comment qu'on puisse importer d'une base de données comme Google Scholar ou Sciences Direct, toutes les bases de données, comment importer un ensemble de publications à l'intérieur. Et après, comment faire une petite recherche bibliographique, parce que pour une publication professionnelle Bookbash, il ne faut pas avoir 100 publications en référence, du 40, 50 maximum. Et 40, 50 maximum, comment faire de telle sorte? Vous n'allez pas décider vous-même. Il y a des milliers de travaux sur la thématique que vous faites. Comment faire de telle sorte à aiguiser, de telle façon à ce que vous ayez une proposition entre 40 à 50 publications pour votre publication. Donc il y a une manière de faire. Et après, une fois que c'est fait, vous réglez votre EndNote pour ça. Sincèrement, la première des vérifications quand vous soumettez un travail chez l'éditeur, il vérifie tout d'abord à ce que vous avez travaillé avec un des logiciels de référence. Pourquoi? Parce que c'est une manière de faire l'anti-plagiat. Voilà. Et c'est vrai que nous, on n'a pas ces outils-là, mais eux, ils ont ces outils-là. Il faut qu'on ait au moins les outils d'accès. Et EndNote est un outil d'accès. Je pense, à cause du débit, on n'aura pas le temps, parce qu'il est déjà à 4 mégas, après une minute, donc ça prend 50 minutes pour avoir les 50 mégas. Je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions à poser, c'est avec grand plaisir que je vais échanger avec vous. Merci de m'avoir écouté.